Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur le stream. On commence cette semaine par un petit point droit du travail, RH, tout ça. Avant ça, je voulais juste vous dire deux choses. Un, j'ai un nouveau copain derrière moi, là, sur lequel je suis assise, que j'ai eu pour mon anniversaire et il est vraiment très cool. C'est trop bien. Voilà, je voulais juste en parler. Et deuxième chose, je voulais remercier tous les gens qui m'ont suivi hier. J'étais pas du tout en stream. Je suis passée sur le live de Ponce. Pardon. Hier soir, je suis passée sur le live de Ponce pour voir une capture de Shiny. Et il y a pas mal de gens qui parlaient de leurs problèmes au travail, de leurs problèmes d'orientation. Et je me suis permise de parler de la chaîne pour essayer de voir si on pouvait trouver des solutions. Ou en tout cas, essayer de les entendre, de les aider. Et suite à ça, j'ai eu une vague de 30 follow. Ça m'a fait vraiment plaisir, merci beaucoup. Je vous rendez pas compte, en fait, 30 follow, c'est genre le tiers de mon nombre de follow depuis que j'ai commencé. Donc merci beaucoup, et puis j'espère que qu'on pourra vous aider. Voilà. On va commencer tranquillement. J'espère que la musique est pas trop forte. Je pense que ça doit le faire. Ouais, ça va. Ça va, tranquille. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit aujourd'hui ? Donc, je rappelle, on est sur le site des éditions Tissot, qui sont des éditions qui publient des textes de loi, notamment, et qui écrivent des articles sur toutes les nouveautés en matière de droit du travail et de RH. Leurs articles, ils sont orientés employeurs, ils sont orientés entreprise. Hello Aurel, comment vas-tu ? Et t'as un... Ah oui, j'allais dire, t'as un super badge un nouveau badge à côté de ton nom. T'as un nouveau badge à côté de ton nom. Et t'as vu, j'ai réparé mon live chat. Comme ça, on voit bien. Comme ça, j'aurais l'air moins con. Surtout quand je la mets sur YouTube. J'ai pas l'audio, je suis en RURH. Ah bah bravo. Ah bah bravo, ça commence bien. Quel bon exemple. Oui, du coup, je disais, le site des éditions Tissot, il a un point de vue employeur, donc il a un point de vue entreprise. Il va venir dire aux RH et aux employeurs comment faire leur travail correctement. Et du coup, pourquoi j'ai choisi ce site-là ? Parce que je trouve ça intéressant de voir comment on parle aux employeurs, ce qu'on leur dit d'éviter et ce qu'on leur dit de faire. Je trouve ça hyper intéressant de comprendre leur point de vue. Voilà, ça nous aide, ça va aider les salariés de comprendre leur point de vue, puisque vous saurez pourquoi votre employeur il fait ci ou ça. Alors, 113 followers la classe, t'as vu ça ? Il y a eu une vague hier. Je sais pas si tu m'entends, mais hier il y a eu une vague. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Aide à l'emploi. Les aides à l'emploi connaissent plusieurs nouveautés. Ouais, ça m'intéresse pas trop. Mon salarié à temps partiel a effectué 36 heures cette semaine, quel risque ? Ça m'intéresse un peu plus déjà. C'est très... T'as une super chaise, t'as vu ça ? Elle est magnifique ! Alors, un salarié à temps partiel, on considère qu'on est à temps partiel à partir du moment où on n'est pas à temps plein, merci. Merci Captain Obvious, sachant qu'il y a des 30 heures à temps plein. Bonjour le chat. Mon chat. Il y a des 30 heures à temps plein. Donc ça varie en fonction du contrat, en fonction de la convention collective. Donc on peut être à temps plein à 30 heures, à 35 heures, à 37 heures, à 40 heures. Ça n'a aucun sens, mais le temps plein et le temps partiel, c'est un peu flou. Hein. Enfin, c'est pas flou, mais ça dépend beaucoup de votre travail en fait. Alors, vos salariés à temps partiel peuvent effectuer des heures complémentaires, en effet. Prenons l'exemple de quelqu'un qui est à temps partiel et dont le temps plein serait en 35 heures. Toutes les heures qui sont situées entre son temps partiel et son temps plein, ce sont des heures complémentaires et pas des heures supplémentaires. Et c'est important, il y a une limite d'heures, hein. C'est important parce que quand vous faites des heures complémentaires, vous n'êtes pas payé de la même façon que quand vous faites des heures supplémentaires. Ok, bisous à toutes.
En raison d'un pic d'activité, j'ai demandé à mes salariés à temps partiel de faire des heures complémentaires. Ainsi, ils ont fait 36 heures cette semaine. Ai-je le droit de leur demander, sinon quels sont les risques? Bah oui, t'as le droit de leur demander. Hein. Ai-je le droit de leur demander, sinon... Ah oui, si j'ai pas le droit, ouais, pardon. Vos salariés à temps partiel peuvent être amenés à travailler au-delà de la durée du travail prévue dans leur contrat. Ils effectuent ainsi des heures complémentaires, lesquelles obéissent à une réglementation bien précise que vous devez observer. Jusque-là, tout va bien? En effet, retenez tout d'abord que les heures complémentaires peuvent être effectuées dans la limite de 1/10 de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail contractuellement prévue. Donc 1/10, si tu fais 10 heures par semaine, t'as le droit de faire une heure complémentaire, c'est tout. Si t'en fais 20, t'as le droit d'en faire 2. Si t'en fais 25, t'as le droit d'en faire 2,5. Donc, t'as pas le droit de compléter... Quelqu'un qui serait à 25 heures, on n'a pas le droit de le passer à 35 heures et de compter 10 heures en heures complémentaires. Absolument pas. Hein. On compte 2h30 en heures complémentaires et le reste, on va le compter en heures supplémentaires. Et c'est important puisque, comme je disais, on n'est pas rémunéré pareil en heures complémentaires et en heures supplémentaires. Alors voilà, donc si la durée du contrat de travail est de 30 heures, votre salarié ne peut effectuer plus de 3 heures en heures complémentaires par semaine. Néanmoins, cette limite peut être portée à un tiers de la durée hebdomadaire ou mensuelle par convention ou accord collectif. Excusez-moi. Vous devez donc vous reporter à votre accord. Les accords collectifs, c'est la vie ou pas, c'est pénible. C'est pas très simple pour les salariés pour se défendre. Alors... Vigilance par rapport à la durée de travail légale ou conventionnelle. Ce n'est pas tout, car les heures complémentaires ne doivent pas, de surcroît, ne doivent en aucun cas porter sur la durée de travail de votre salarié au niveau de la durée légale ou conventionnelle. Oui, ils ne doivent porter la durée... Oula. Oui. Si conventionnellement, si la convention dit que la durée légale, c'est 35 heures, et si vous avez un salarié à 30 heures à qui vous voulez faire 5 heures sup, c'est pas possible. 5 heures complémentaires, c'est pas possible. Il faut forcément le passer en heure sup pour la dernière heure, ou pour les 2 dernières heures, si vous êtes à la règle des 1/10. Donc là, il nous donne un exemple. Si la durée applicable au sein de notre entreprise est égale à 35 heures, le salarié à temps partiel ne doit pas effectuer 35 heures, voire plus par semaine. Pourquoi ? La raison est tout simplement que dans un tel cas, si votre salarié saisit le conseil des prud'hommes, il obtiendra la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein. Et voilà, c'est pour ça que je vous disais qu'on est sur ce site-là, parce que là, clairement, on parle aux employeurs. Clairement, on est en train de leur dire, vous avez un salarié à temps partiel, vous voulez pas qu'il passe à temps plein, faut pas lui faire ça, hein. Sinon, il va au prud'homme, il fait requalifier son contrat en temps plein, et hop, maintenant, vous avez un salarié à temps plein. Ouh, gagné. Précisons que cette limite s'apprécie hebdomadairement, donc c'est c'est toutes les semaines, pardon. Ainsi, même si votre salarié n'a pas atteint la durée mensuelle légalement ou conventionnellement définie, s'il demande la requalification de la relation contractuelle à temps partiel en temps complet, il l'obtiendra dès lors qu'il aura effectué au moins 35 heures sur une même semaine. Ouais, bon après, je pense que c'est mon avis, hein, mais je pense que si ça arrive une fois, genre t'as un salarié qui est là depuis 2 ans et une fois il fait 35 heures au lieu de 30, donc il atteint la durée hebdomadaire de temps complet. Ça m'étonnerait que les prud'hommes ils disent ouais, vous l'avez fait une fois, allez hop, requalification en temps complet. C'est quand même... Je pense que ça s'apprécie au regard de l'ancienneté du salarié, au regard de son temps horaire habituel. Mais effectivement, si ça arrive plusieurs fois, là, il y aura requalification. Hein. En effet, le fait pour un salarié d'atteindre ou de dépasser par le biais d'heures complémentaires la durée légale de travail justifie la requalification en contrat à temps plein, à compter de la date de dépassement, quand bien même ce dépassement n'a été que temporaire. Vous devez donc être extrêmement vigilant, etc., etc. Voilà, donc si vous êtes à temps partiel, que vous êtes censé être à 25 ou 30 heures et qu'on vous fait faire des heures complémentaires jusqu'à la durée totale, donc 35 heures, en principe, vous pouvez aller au prud'homme et faire requalifier vos contrats de travail en contrat à temps plein, si vous avez envie. Hein. Il y a aussi des gens qui aiment tout à fait être à temps partiel, ça leur va très bien. Alors... Oh là là, alors ça...
convention collective. Convenir d'une rémunération annuelle forfaitaire. Donc, c'est plutôt pour les cadres. Implique, les cadres au forfait jour, implique d'indiquer les heures supplémentaires comprises dans la rémunération. Bah non, puisqu'il n'y a pas d'heures supplémentaires quand t'es cadre. Ça m'intéresse. Pour certaines professions, lorsque la convention collective le prévoit, il est possible de convenir d'une rémunération annuelle forfaitaire qui englobe l'intégralité des heures de travail. Encore faut-il que cette convention précise le nombre d'heures supplémentaires inclus dans la rémunération forfaitaire, faute de quoi l'addition peut être lourde pour l'employeur. Alors... on nous parle des avocats salariés. 2 avocats salariés au sein d'un cabinet d'avocats avaient saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats pour demander la résiliation judiciaire de leur contrat de travail. Ah ouais, tu vas pas au prud'homme, toi. Ils font pas comme tout le monde, hein, ils vont pas au prud'homme. Ils vont voir le bâtonnier. T'as des gars au prud'homme, en fait, c'est bizarre. Ils contestaient en particulier une clause qui prévoyait une rémunération annuelle forfaitaire. Alors, le principe d'une rémunération forfaitaire concerne les salariés dont le temps de travail ne peut pas être déterminé à l'avance et qui ne peuvent donc pas travailler régulièrement sur une base hebdomadaire fixe. Certains cadres, avocats, etc. Ouais. Déjà, le principe, moi je le trouve un peu bancal, mais ok. La rémunération forfaitaire inclut le salaire habituel et les heures supplémentaires. Mais en fait, je vois pas pourquoi certains cadres. Quand t'es cadre, tu fais pas d'heures sup. Enfin, Non, pardon. Quand t'es cadre, tu fais des heures sup, mais elles sont pas payées. Tant pis pour toi. Quand t'es cadre au forfait jour. Après, il y a peut-être des cadres au forfait heure que ça concerne, mais personne n'est cadre au forfait heure. J'aimerais en avoir un jour. C'est un peu comme une licorne, quoi. Dans cette affaire, la clause contestée indiquait que la rémunération avait été convenue en tenant compte de la nature de l'activité professionnelle de la société et notamment des sujétions imposées par la clientèle, de la liberté dont le salarié dispose dans l'organisation de son travail, ainsi que des responsabilités dont il reconnaît avoir pleine conscience. Ouais. Compte tenu de ces modalités, la rémunération avait un caractère global et forfaitaire, qui couvrait tous les aspects de l'exercice de l'activité, quel que soit le temps qui y est consacré, notamment les temps passés aux déplacements, aux études, aux documentations, à la formation. Ok, pourquoi pas. Convention collective des rémunérations forfaitaires non valables faute d'indication des heures supplémentaires. Et oui. Pour se défendre, l'employeur rappelait que les parties au contrat de travail peuvent, lorsque la convention collective le prévoit, et que la profession exercée ne permet pas de connaître le nombre d'heures effectuées, convenir d'une rémunération annuelle forfaitaire couvrant l'intégralité des heures de travail. Alors, à cet égard, l'article 4.1 de la Convention collective des cabinets d'avocats, avocats salariés, indique que l'indépendance de l'avocat dans l'exercice de sa profession a pour conséquence la liberté dans la détermination de son temps de travail, notamment dans les dépassements individuels de l'horaire collectif du cabinet justifiés par l'accomplissement des tâches qui lui sont confiées. Okay. De ce fait, sa rémunération constitue un forfait. De chaque cas individuel, il doit être tenu compte de l'importance de cette sujétion pour la détermination des salaires effectifs. C'est un truc très 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 particulier. Le statut des avocats salariés, on parle pas du statut de n'importe qui là. Enfin de n'importe qui. Pas dans le sens, oh mon Dieu. Non, dans le sens où ils ont un statut hyper particulier dans leur convention collective. Par ailleurs, l'employeur soulignait que les salariés avaient perçu depuis leur embauche une rémunération très largement supérieure à la rémunération minimale annuelle conventionnelle, selon les années près ou plus du double de cette rémunération minimale. Oui, mais ça, si je puis me permettre, ça, on s'en fout. Enfin, les grilles, elles sont là pour donner un minimum, pas un maximum. Hein. Quand, dans la convention collective des avocats, comme dans quasiment toutes les conventions collectives, il doit y avoir des grilles qui dit oui, bah si vous avez alors tel diplôme, oui évidemment, mais si vous avez tant d'ancienneté et si vous occupez tel poste, et ben vous devriez être payé au moins ce salaire-là. Qu'il soit payé le double, bah ça appartient à l'employeur. Enfin, ça appartient à l'employeur et à la négociation qui a eu lieu au moment du recrutement. C'est pas du tout un élément de défense de dire que oui, mais on les a payés le double du minimum conventionnel, du coup, ils devraient s'estimer heureux. Bah ouais, mais non. C'est pas comme ça que ça marche, en fait. Mais les juges du fond, approuvés par la Cour de cassation, n'ont pas été sensibles aux arguments de l'employeur. Bah tu m'étonnes, je veux bien les croire.
La Cour de cassation rappelle ainsi que la seule fixation d'une rémunération forfaitaire sans que ne soit déterminé le nombre d'heures supplémentaires inclus dans cette rémunération ne permet pas de caractériser une convention de forfait. Or, dans cette affaire, les conventions de forfait de rémunération ne précisaient pas le nombre d'heures supplémentaires inclus dans la rémunération, par conséquent, ces conventions n'étaient pas valables. Point final. Bah, en même temps, c'est un peu normal, puisque vous convenez d'une convention forfaitaire... J'ai plus de voix. Vous convenez d'une convention forfaitaire où vous dites par semaine, le nombre d'heures supplémentaires, il est illimité, mais c'est bon, il y a un forfait. Bah ouais, ok, sauf qu'il y a un moment, en fait... comment dire... Le temps de travail, il est encadré. On règle pas ça à l'arrache comme ça. On peut pas faire ça comme ça, quoi. Bref. Ces deux avocats ont gagné. Le pass vaccinal, les sanctions liées au défaut de télétravail... Ah, bah je suis intéressée, tiens. Et le report des visites médicales entre en vigueur. Le 24 janvier, elles entrent en vigueur, mais en fait, dans une semaine, c'est fini le télétravail. Ah, heureusement que ça rentre en vigueur, hein. On va faire des lois, puis après on va faire des lois pour protéger les salariés, puis en fait, non, t'inquiète, ça passe. Alors, le pass vaccinal, les sanctions liées, bon, on l'a déjà dit. Le Conseil constitutionnel a jugé le pass vaccinal conforme à la Constitution. La lourdeur, le poids de cette phrase. Le Conseil constitutionnel a jugé le pass vaccinal conforme à la Constitution. On rappelle que le pass vaccinal, du coup, ça impose d'être vacciné pour aller dans certains endroits. Ok. Ce qui est stupide, hein, parce qu'on peut être vacciné et transmettre le virus tout pareil. Enfin, pas pareil, mais... mais on peut le transmettre quand même. Effectivement, quand on est vacciné, on a un peu moins de chance. On est un peu moins contagieux. Mais bon, s'il y avait que les non-vaccinés qui transmettaient le virus se serait éteint. Pas éteint, mais il serait tranquille, il serait pas là où on en est aujourd'hui. Donc c'est débile déjà. Et puis on est quand même en train de dire que n'importe qui peut contrôler votre passe vaccinal, quoi. C'est-à-dire que, j'en sais rien, moi, vous rentrez dans un magasin pour aller faire vos courses. Il me semble qu'ils sont pas concernés d'ailleurs, hein. Il me semble que les grandes surfaces ne sont pas concernées, hein. Et du coup, on peut vous dire, ouais, ok, vous me montrez votre truc, comme ça j'ai accès à toutes vos infos personnelles, y a pas de souci, quoi. Non, c'est pas une bonne idée. Il ne s'est pas prononcé sur les sanctions liées au défaut de télétravail et le report des visites médicales. La loi instituant ces dispositifs a été publiée au journal le 23 janvier. Elle entre donc en vigueur ce 24 janvier. Il ne s'est pas prononcé. Ça sert à rien, du coup, on s'en fout. Là, franchement, là, on sent que le Conseil constitutionnel, il est dépassé, là. Hein. Mais je pense que le gouvernement est dépassé, nous sommes dépassés, le Conseil constitutionnel est dépassé, Enfin... Ouais, bref, on est tous dans le même cas, on est tous là en train de se dire mais qu'est-ce que ça va donner cette histoire ? À quelle sauce on va être mangé ? Et on n'en sait rien. Alors, la constitutionnalité du pass vaccinal. Le Conseil constitutionnel a été amené à se prononcer sur la conformité du pass vaccinal à la Constitution, notamment sur les points suivants. Alors, le fait qu'il subordonne l'accès à certains lieux, établissements, services ou événements, y compris dans le cadre de l'exercice de certaines activités. L'habilitation des exploitants et responsables de ces lieux, établissements, services ou événements à contrôler l'identité du détenteur du pass. Les sanctions associées au défaut de contrôle du pass, le droit de repentir, instauré au bénéfice des contrevenants qui décideraient de se faire vacciner. Ah, donc en fait, si je comprends bien, t'as un faux pass sanitaire, mais tu décides de te faire vacciner, du coup c'est bon. Ça passe. Ouais, c'est bizarre. Le Conseil constitutionnel a jugé l'intégralité de ces dispositions conforme à la Constitution. Il indique notamment que l'atteinte portée aux libertés poursuit l'objectif constitutionnel de protection de la santé. Le pass vaccinal est par ailleurs limité à certaines activités à risque. Ça c'est pareil quoi, limité à certaines activités à risque. Donc,
Tu vas t'enfermer dans un transport en commun, tu vas t'enfermer dans un open space où il y a 50 personnes dans un espace ridicule et où littéralement tu vas respirer le contenu des poumons des autres pendant 7 heures. Ça, c'est bon, y a pas de souci. C'est pas une activité à risque. Par contre, tu vas boire un café, là, c'est une activité à risque. Ouais, non mais tout ça, c'est très discutable. Et un certificat de contre-indication à la vaccination de rétablissement du Covid permet de s'y substituer. Petite Covid partie, là. L'engagement dans un schéma vaccinal vaut également un pass vaccinal sur certaines conditions. Il émet toutefois une réserve concernant le cumul du pass vaccinal et du résultat négatif d'un examen de dépistage. Cela ne peut concerner les déplacements de longue distance par transport public interrégionaux, sans quoi cela méconnaîtrait la liberté d'aller et venir. Le contrôle du pass vise à assurer l'effectivité de l'obligation de détention d'un pass pour accéder à certains lieux. Il poursuit donc également l'objectif de protection de la santé et le refus de présenter son pass n'a d'autre conséquence que d'empêcher l'accès au lieu qui y est soumis. Aucun pouvoir de police n'est donc délégué aux exploitants et responsables des lieux soumis au pass. Ouais. Ouais, d'accord, ouais. Tu t'es jamais fait harceler, hein. Non, c'est sûr qu'aucun pouvoir de police n'est délégué, hein. Non, mais bien sûr, mais bon. Le Conseil constitutionnel considère par ailleurs que les peines instituées en l'absence de contrôle de passe ne sont pas manifestement disproportionnées, et le droit de repentir s'applique sans distinction aux personnes qui ont commis certaines infractions. Il ne porte donc pas atteinte au principe d'égalité devant la loi pénale. Ok, l'absence de décision concernant le télétravail et le report des visites médicales, c'est surtout ça qui est pénible. Vas-y, rends décision en fait, choisis. La loi renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire instaure le pass vaccinal, mais elle contient également d'autres dispositions parmi lesquelles un dispositif permettant de reporter certaines visites médicales, un dispositif permettant de sanctionner les entreprises qui ne mettent pas en œuvre le télétravail. La mise en œuvre du télétravail est obligatoire jusqu'au 2 février uniquement. Au-delà de cette date, les sanctions ne seront plus applicables. Oui, bah, elles sont déjà pas applicables, les sanctions. Hein. Qui va venir contrôler, en fait? Personne ne vient contrôler, hein. Pour en savoir plus sur ces mesures, on s'en fout, le Conseil constitutionnel n'a pas été saisi de ces dispositions par les parlementaires, et il n'a pas soulevé d'office une question sur la conformité de ces dispositifs à la Constitution. Il ne s'est donc pas prononcé sur la conformité de ces mesures. Ok, très bien. Alors, ça en passe. Webinaire, les bonnes résolutions de la BDESE. La BDESE, c'est la base de données économique et sociale en entreprise. Il me semble que c'est ça. Ouais. C'est tous les documents que l'entreprise doit mettre à disposition des syndicats et des représentants du personnel. Et bien justement, on en parlait. C'est quoi les conditions de report pour la visite médicale? Le gouvernement vient une nouvelle fois d'autoriser le report de certaines visites médicales. L'objectif de cette mesure est de permettre aux services de santé du travail de participer à la lutte contre le Covid. Visite médicale, un report motivé par la participation des services de santé au travail à la lutte contre le Covid. Le gouvernement a instauré un nouveau dispositif de report des visites médicales par le biais d'un amendement au projet de loi sur le pass vaccinal. Il a pour objet de permettre aux services de santé au travail d'aborder le surcroît exceptionnel d'activités liées au Covid-19. Leurs missions sont en effet accrues dans le cadre de l'épidémie. Ils participent tout d'abord pleinement à la mise en œuvre de la stratégie vaccinale. 2,1 millions d'injections ont été effectuées par les professionnels des SST depuis le début de la campagne de vaccination, dans leurs locaux ou dans d'autres lieux. Pour poursuivre et intensifier cette mobilisation face aux variants Omicron, chaque SST déploie par ailleurs un plan d'action vaccinal depuis début janvier 2022. Ils font l'objet d'un suivi renforcé, d'un accompagnement des pouvoirs publics, c'est-à-dire... les SST accompagnent en outre les salariés et les entreprises face à la crise sanitaire. Dans ce cadre, ils exercent les missions suivantes. La diffusion de messages de prévention contre le risque de contagion, oui. L'appui aux entreprises dans la mise en œuvre de mesures de prévention, l'accompagnement des salariés vulnérables ou en risque de désinsertion professionnelle. Les médecins du travail ont notamment pu établir des certificats médicaux pour permettre le placement en activité partielle de salariés vulnérables. Ah bon? Et c'est l'activité partielle où tu travailles à temps plein ou comment ça se passe? La participation aux actions de dépistage des médecins du travail et sous sa supervision les autres professionnels des SST ont pu prescrire et réaliser des tests de détection du Covid. Ok. Moi ça me pose question ça. Hein.
Ouais. C'est bizarre un peu, non? Pour permettre la réalisation satisfaisante de ces missions jugées essentielles dans la lutte contre le Covid, et pour permettre la poursuite de l'activité, le gouvernement considère qu'il est nécessaire d'alléger temporairement la charge des SST. Pour ce faire, il autorise le report des visites médicales. Bah déjà que t'avais plus qu'une visite médicale tous les 5 ans. Ouais. Je sais qu'il n'y a pas beaucoup de médecins du travail, hein, mais il faudrait un moment où, bah, en fait, il faudrait en former plus et en recruter plus, non? Genre, c'est vraiment la guerre, quoi. Alors, le projet de loi permet le report des visites médicales qui doivent être réalisées dans le cadre d'un suivi individuel de l'état de santé. Ne sont toutefois pas concernées les visites médicales donnant lieu à un avis d'aptitude. Les visites de reprise, de pré-reprise, dans le cadre d'arrêt de longue durée, de mi-carrière, de fin de carrière, etc. Le Sénat souhaitait repousser l'entrée en vigueur de la visite de mi-carrière d'1 an afin de limiter le risque d'engorgement des SST à l'issue de la crise. L'Assemblée nationale n'y a toutefois pas consenti. Je suis pas au fait de la visite de mi-carrière. Est-ce que j'ai un truc... Non, mais je regardais si j'avais un site du gouvernement. Mais non, évidemment. Pourquoi faire? Hop. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Visite de mi-carrière. Reprenant une proposition de l'Assemblée nationale, le texte crée une visite médicale de mi-carrière pour tous les salariés. Cette visite sera organisée à une date fixée par la branche. Oula. Et à défaut, l'année civile du 45e anniversaire du travailleur. Je réfléchis. 45 jusqu'à 62, ça fait 17. Enfin, personnellement, moi, à 45 ans, j'aurais déjà travaillé 30 ans. Hein, mais c'est pour ça. C'est pour ça que je réfléchis. Ouais, pas à temps plein, mais j'aurais déjà travaillé 25 ans à temps plein. Hein. La mi-carrière... En fait, je pense que c'est surtout l'objectif, c'est surtout de maintenir dans l'emploi les gens qui arrivent à 45-50 ans, puisque on le sait bien, c'est ces gens-là qui deviennent moins employables, qui ont beaucoup de mal à retrouver du travail quand s'il y a licenciement ou s'il y a démission. Donc cet examen vise à établir un état des lieux complet de l'adéquation entre le poste de travail et l'état de santé du travailleur à date, en tenant compte des expositions des facteurs de risque professionnel auxquels il a été soumis, évaluer les risques de désinsertion professionnelle en prenant en compte l'évolution des capacités du travailleur en fonction de son parcours professionnel, de son âge, de son état de santé, sensibiliser le travailleur sur les enjeux du vieillissement au travail et sur la prévention des risques professionnels. L'instauration de cette visite a été très discutée par les députés, certains craignaient la stigmatisation des seniors. Oui, bon alors... On sait bien qu'ils sont pas tous jeunes chez les députés, mais ça va, faut pas vous sentir vieux, hein, les gars. Non mais... Quand on voit comment les gens sont suivis au travail, c'est-à-dire quasi pas, alors qu'ils font des emplois... alors que certains font des emplois difficiles pour le corps et tout, et puis qui ont d'autres difficultés, quoi, mais... quand on voit les risques professionnels, tout ce qui est risque de posture, RPS, tout ça, on peut pas ne pas faire ça, en fait. On s'en fout de la stigmatisation... Enfin, non, on s'en fout pas de la stigmatisation des seniors. Ils ont 45 ans, hein. Faut se détendre. Ils sont pas croulants. Mais c'est important c'est important de leur faire un suivi. Genre, imagine le mec, ça fait 20 ans, 25 ans qu'il travaille dans une usine, on lui fait pas... Enfin... En plus, avec une visite médicale tous les 5 ans maintenant, on s'en fout de son état de santé, quoi. Clairement. Hein. Clairement, on est là en train de s'en foutre, quoi. Et on lui dit, hein, on te verra tous les 5 ans parce que bon, t'as des problèmes de dos, tant pis. Donc, sont ainsi susceptibles de faire l'objet d'un report les visites d'information, de prévention, les visites périodiques, les visites effectuées dans le cadre d'un suivi individuel adapté aux travailleurs handicapés. Ah bah super, ah ça c'est super, c'est une bonne idée ça. Hein.
La visite de la demande des salariés, les visites effectuées dans le cadre d'un suivi individuel de travail d'ennui, ça aussi. Vous voyez? Pourquoi la visite de mi-carrière, elle est importante? Parce que toutes les autres visites, on les squeeze. Hein. Visite médicale des travailleurs affectés à un poste présentant des risques particuliers. Voilà. T'es à risque, t'es travailleur de nuit, t'es travailleur handicapé, on en a rien à foutre, on te verra quand t'auras 45 ans. Hein. Les CDD et salariés temporaires sont concernés par ces possibilités de report. Un décret du Conseil d'État doit toutefois préciser les exceptions applicables, qui étaient nombreuses dans les précédents dispositifs. Voilà, j'arrive plus à parler. Il doit également préciser les conditions particulières applicables aux travailleurs faisant l'objet d'un suivi adapté ou régulier. Le médecin du travail peut également maintenir ces visites s'il les estime indispensables, notamment compte tenu de l'état de santé des travailleurs. Je sais pas comment il est votre médecin du travail, mais moi il va estimer que c'est pas indispensable. Hein. Il en a rien à battre. Vous êtes pas mort, ça va. Le report est effectué selon les conditions définies par le décret. La durée de report varie selon que la visite médicale a déjà fait l'objet d'un premier report ou non. Les visites médicales dont l'échéance doit intervenir entre le 15 décembre et le 31 juillet 2022 vont être reportées dans la limite maximale en suivant leur échéance. Les visites qui ont déjà fait l'objet d'un report peuvent être reportées dans la limite de 6 mois suivant l'échéance du report. Ok, ouais, la santé des travailleurs en ce moment, c'est pas la folie. Hein. C'est pas la folie. Alors, puis on finira... Oh non, ça fait pas 1 heure. J'allais dire on finira par une petite question. Ah, ça fait déjà 40 minutes, ouais. Déjà, ça va vite. Présentation du calendrier d'allègement des restrictions sanitaires, puisqu'on en est déjà là. Ouais, 550 000 cas par jour, on est tranquille. C'est bon, on est large, on peut retourner travailler. Alors, jeudi 20 janvier, le Premier ministre a présenté le calendrier d'allègement des mesures sanitaires. 3 dates sont à retenir sur le mois de février, avec notamment pour la fin du télétravail obligatoire, celle du 2 février. À compter de cette date, le télétravail restera toutefois recommandé. Ah, bah heureusement, hein. Qu'est-ce qu'on aurait fait sinon? Genre les entreprises font déjà pas de télétravail quand c'est obligatoire, alors recommandées, elles sont là. Ouais grave, mais on peut pas. A noter également l'entrée en vigueur du pass vaccinal le 24 janvier pour les personnes de 16 ans et plus. Ah mais c'est déjà ok. C'est déjà rentré en plus. Je pensais que c'était la semaine prochaine, parce que bah oui, t'as des délais au 2 février, des délais au 24 janvier, des délais au 15 février. Puisque pourquoi faire simple? Alors, en raison de l'évolution de l'épidémie, le Premier ministre a présenté le jeudi 20 janvier les différentes étapes de la levée de certaines restrictions. Attends, non, pardon, hein. J'en ai rien à foutre, je veux voir le nombre de cas. Super, le site du gouvernement. Ressources, tous anti-Covid, vaccin, passe vaccinal. Le 21. Attends, on n'a pas de points depuis le 21? Ça fait 4 jours, les gars. Alors, 104 000. J'arrive pas à savoir... Ça va au micro? On est bien? Ouais, tranquille. 27% de la population positive. Hein. Tout va bien. Je sais pas quels sites sont sont comment? Mince, sont de confiance ou pas? Ok. En moyenne 352 000 cas par jour. On a atteint les 550 000 hein, quand même. En hausse de 22% par rapport à la semaine dernière.
qui veut dire quand même que leur stratégie de oui mais regardez on va faire passer le pass vaccinal et pouf ça va redescendre pile à ce moment-là. Je pense que cette stratégie ne fonctionne pas. Ah tiens, on est bien touché. Oh waouh. Ah, il y a eu un pic. Le pic du pass vaccinal, regardez. Ça, c'était le pic de la 3e dose. C'est le pic du pass vaccinal. Ouais, parce que, enfin, en baisse, il y a un moment, de toute manière, tu pourras pas vacciner plus que de raison, tu vois. Déjà, puisque les systèmes de santé sont limités, et puis bon, quand on aura tous nos 3 doses, allez, on part tous pour une 4e, une 5e, une 20e. On va se calmer au bout d'un moment. Ah non, moi je suis tout à fait pour la vaccination, mais il faut faire ça correctement, et là c'est pas fait correctement. Qu'est-ce qu'on nous dit là ? Le scénario noir du plateau épidémique redouté. Coupe le son, tais-toi. Mais merci. L'épidémie de coronavirus circule encore très activement en France, oui, c'est peu de le dire, oui. Ce mardi 25 janvier, la situation sanitaire n'est pas bonne. Ah bon ? Le pic tant attendu n'est manifestement pas passé. Ah, c'est dommage. Selon Santé publique France, le taux d'incidence est de 3674,63 cas pour 100 000 habitants. Ce qui est beaucoup. 393 morts sont à déplorer uniquement à l'hôpital et sur 24 heures. On compte que les morts de l'hôpital. Hein. La moyenne sur 7 jours des nouvelles contaminations semble se stabiliser. 360 912 nouveaux cas contre 360 007 la veille. On compte également 393 morts du Covid supplémentaires. Bilan détaillé. Qu'est-ce qu'il nous dit, le ministre de la Santé ? Il considère aujourd'hui qu'on peut y envisager l'hypothèse d'un plateau haut des contaminations avec le variant Omicron qui, si un pic ne se formait pas, serait atteint d'ici quelques jours. Monsieur Véran a aussi évoqué les 2 pics de cette vague, celui de Delta, variant que nous sommes en train d'écraser. Oui, c'est-à-dire que c'est pas nous qui sommes en train de l'écraser, c'est le variant Omicron, mais oui, si tu veux, ouais. Ça, c'est comme dire que... c'est comme dire que tu t'as éradiqué la peste en y mettant le choléra, quoi, mais arrêtez. Pas de soucis, vas-y. Et celui d'Omicron qu'on attend dans quelques jours. Le ministre a également rappelé qu'une 4e dose sera peut-être nécessaire si elle permet de protéger les plus fragiles. Oui, mais en fait, encore une fois, on peut bien se faire 20 doses. Il y a un moment, si on n'envoie pas des doses à l'autre bout du monde et qu'on continue à faire du commerce avec eux, ça va être compliqué. Hein. Il s'est également exprimé à propos du sous-variant d'Omicron, le BA2, dont 60 cas avérés ont été détectés en France. S'il est aussi, voire plus contagieux qu'Omicron, le ministère de la Santé a indiqué qu'on n'avait pas encore suffisamment de recul pour connaître sa dangerosité. Ça, c'est bien vrai. Ça, c'est bien vrai. Le virus avance bien plus vite que nous. Hein. Il va falloir en avoir conscience. On n'est clairement pas prêt. Hein. Le président du conseil scientifique, Jean-François Delfrécy, a confirmé que la vague Omicron n'est pas terminée, étant radicalement différente des précédentes. C'est un variant qui est beaucoup plus transmissible, mais nettement moins sévère. C'est vrai, en effet. Il a en outre indiqué voir atterrir les choses plutôt vers la mi-mars avec une baisse progressive très lente en termes d'hospitalisation. La 5e vague perdure donc et la décrue tant attendue des nouveaux cas quotidiens se fait attendre. Plusieurs virologues qui espéraient que le scénario britannique, une diminution rapide des nouvelles contaminations après le pic, craignent que la France affronte une vague bien plus longue avec un long plateau de contamination sur des semaines, comme cela est observé au Danemark. L'épidémie est-elle renforcée par la rentrée scolaire ? Oh ! Si on l'avait reculé de 2 semaines, ça aurait été pas mal quand même, hein, mais bon. Par l'apparition d'un sous-variant Omicron, de nouvelles réponses sont attendues. Au Royaume-Uni, le nombre de nouveaux cas de Covid-19 diminue de moitié tous les 7 jours. Waouh ! On s'attendait à ce que la France emboîte le pas au Royaume-Uni avec 2 semaines de décalage, ce n'est pas le cas. Mais il faut pas emboîter le pas. Non, pardon. Et le nouveau variant pourrait être à l'origine de l'augmentation très récente des contaminations que l'on est en train d'observer. Le pass vaccinal est entré en vigueur en France depuis 24 heures maintenant. Il est désormais obligatoire d'être vacciné. Un test négatif n'est plus valable pour faire valoir le pass, mais ça suffit.
Moi, je comprends pas, hein. Je comprends pas parce que... Bah après, ou alors c'est que c'est que le taux de résultat des tests, il est complètement faux. C'est qu'on a des faux positifs, enfin des faux négatifs surtout, à l'appel, ce qui est très possible. Hein, parce que... Après, on n'était pas sur le même variant, mais ayant bossé à l'hôpital pendant 3 mois, je me suis fait tester au moins 2 fois par semaine, et j'étais tout le temps négative alors que j'allais dans les chambres Covid et tout. J'y crois pas trop, moi. Je pense que les tests sont très mauvais. Pas très bien, ils sont pas très très fiables. Les tests négatifs en tout cas. Enfin bref, ouais, du coup on est à 360 000 cas positifs par jour. Ça passe, on est bien. Et du coup on met fin au télétravail, c'était ça l'objectif de cette petite déviation. C'est pas possible, enfin... Tu veux pas arrêter de faire travailler les gens, ok c'est une chose, mais pas fin au télétravail, enfin c'est ridicule. Il est fortement conseillé, mais impose-le et mets les moyens pour le vérifier. Il y a un moment, c'est pas possible, quoi. Tu veux maintenir tous les enfants à l'école, bah ok, mais dans ce cas-là, c'est des bombes de virus. Et après, tu veux maintenir tous les gens au travail. T'étonnes pas que tout le monde soit malade, hein. Fin du télétravail obligatoire à compter du 2 février. Le télétravail ne sera plus obligatoire, mais il reste toutefois recommandé dans le cadre du dialogue social de proximité. Ouais, bah écoute, va voir le dialogue social de proximité, tu vas voir que... Oui, mais tu comprends, on peut pas te surveiller si tu fais du télétravail. Non, les entreprises sont pas trop pour. Hein. Il y a des entreprises qui sont... comment dire, qui le mettent bien en place, qui sont limite précurseurs et tout, et c'est très bien. Mais il y a quand même une grande majorité des entreprises qui est très très réticente. Et c'est pas pour des questions de... Je parle toujours des entreprises qui peuvent le mettre en place, évidemment. Hein. Je vous dis pas que si vous êtes caissier ou si vous êtes... j'en sais rien, moi, bûcheron, vous allez faire du télétravail. On est d'accord, on n'a pas cette question-là. Je parle vraiment des entreprises où les gens travaillent sur informatique H24 et qui peuvent mettre ça en place. Je veux dire, il y a même des gens dans des entreprises dont le travail c'est faire de l'informatique qui ne font pas de télétravail, quoi. Moi, dans ma boîte, c'est laissé à l'appréciation du manager. Donc, autant vous dire que c'est pas fait. Parce que le manager, il a autre chose à foutre que d'organiser le télétravail. Et puis 2, si personne le force, il le fera pas, puisqu'il y a un problème en France. Ce problème, c'est le contrôle. On aime bien savoir ce que font nos salariés, on aime bien les avoir sous la main, on aime bien pouvoir contrôler que de 9h à 17h, ils sont entièrement dédiés à l'entreprise et qu'ils mourraient pour l'entreprise. c'est un peu extrême, mais c'est un peu ça, quoi. Genre, on n'arrive pas à faire confiance aux salariés en France, alors que franchement... les managers de proximité, parfois, ils ont du mal à justifier leur job quand même. Hein. Parfois, on se demande ce qu'ils foutent là, et je pense que c'est pour ça qu'ils ont autant besoin de contrôler, quoi. Je pense que c'est pour ça qu'ils ont tant besoin de savoir ce que les autres font, contrôler et tout. Parce que comment s'octroyer le travail des autres si on sait pas ce qu'ils font ? Ah, c'est difficile. J'ai une très mauvaise expérience, désolée. Donc c'est recommandé, donc autant dire que c'est plus mis en place, quoi. Hello Mordio! Je t'écoute en mode podcast dans les transports. Je vais pas pouvoir beaucoup participer aujourd'hui, je vais lurk pendant un petit moment. Merci beaucoup, et puis merci beaucoup pour ton message hier. Je l'ai vu hier et ça m'a fait très plaisir. Ça fait toujours plaisir de recevoir des messages comme ça. Alors, à cette date sonnera également la fin du port du masque obligatoire à l'extérieur. Ça c'est pareil, hein, ce sera laissé au bon vouloir des villes. Hein. Il y a des villes où ce sera toujours maintenu et il y a des villes où non. Les établissements accueillant du public assis pourront fonctionner sans jauge. Cela concerne notamment les équipements sportifs et culturels. Mais attention, le port du masque reste obligatoire. Oui, j'espère bien. Alors, le pass vaccinal devrait entrer en vigueur le 24 janvier. Pour plus de précision, on s'en fout. Pour rappel, sont concernées par ce pass vaccinal les personnes âgées d'au moins 16 ans
Pour les jeunes de 12 à 15 ans, le pass sanitaire continue de s'appliquer. À compter du lundi 24 janvier, le rappel vaccinal est ouvert aux jeunes de 12 à 17 ans. Il n'y a toutefois aucune obligation de rappel pour cette tranche d'âge pour le moment. Attends. Quoi? Mais il y a une obligation vaccinale pour les 12 à 17 ans. Il y a de toute manière de base une obligation vaccinale, ils sont obligés de faire leurs 2 doses. Pourquoi ils seraient pas obligés de faire leur rappel? C'est ridicule. Non mais entendons-nous bien, c'est complètement ridicule là. Bon bref. Ça sert à rien de se poser des questions des fois. Non mais il y a un moment en fait tu fais le rappel à tout le monde. Fais-le aux 12-17 ans, t'as décidé que c'était bon pour les faire vacciner, alors fais-leur le rappel quoi. Pourquoi on hésite encore? Surtout que putain 12-17 ans ils sont à l'école toute la journée, mais c'est des bombes de virus les enfants. Hein. S'il y en a un qui l'a, toute la classe là. Hein. Concernant l'obligation du schéma vaccinal complet, Jean Castex rappelle que celui-ci est révisé à compter du 15 février. Okay. À cette date, le délai maximal pour l'injection du rappel vaccinal sera réduit, il passera de 7 à 4 mois. Alors ça pose question aussi pour... Moi j'ai mes 3 doses, j'ai mes 2 doses plus mon rappel. Il n'est pas encore question d'une 4e dose, donc d'un 2e rappel, je suppose, parce que c'est pas une 4e dose. Hein. Il n'est pas encore question d'une 4e dose, mais s'il est question d'une 4e dose, j'aurai plus que 4 mois pour le faire entre mes 2 doses. Parce que là, clairement, je l'ai fait en décembre, ça fait déjà 1 mois. Dans 3 mois, je peux refaire une dose, quoi. Ouais, c'est pas clair, cette histoire. Il faudrait qu'ils nous disent que c'est un schéma vaccinal complet. Il me semble qu'un schéma vaccinal complet, c'est soit t'as tes 3 doses, donc tes 2 doses plus ton rappel, soit t'as tes 2 doses et t'es encore dans les 4 mois. Il me semble que c'est ça, mais c'est pas bien clair. Hein. Les règles sont également assouplies pour l'obtention d'un pass vaccinal valide pour les primo-vaccinés. Ah voilà. Ainsi, ceux qui auront reçu leur première dose au plus tard le 15 février bénéficieront d'un pass vaccinal sous 2 conditions cumulatives. Faire la 2e dose 1 mois plus tard. Ok. Disposer d'un test ou d'un examen de dépistage réalisé au moins 24 heures avant l'accès à un établissement. Ok. Oui, fais tes 2 doses, hein, ce sera plus simple. Autre mesure levée à compter du 16 février. À compter du 16 février, il sera de nouveau possible de consommer debout dans les bars. Qu'est-ce que ça changeait, franchement? Ils sont pas allés contrôler beaucoup de bars, hein, moi je te le dis. L'interdiction de consommer dans les transports, les cinémas et les stades sera également levée. Les discothèques pourront rouvrir leurs portes dans le respect d'un protocole sanitaire. Reprise également des concerts debout, toujours dans le respect d'un protocole sanitaire. Mais alors ça, les discothèques... Enfin, ils se sont fait, mais... éclater la tronche, quoi. Hein. Non, mais parce que, soyons très sérieux, dans les bars, on consomme debout. Même si on n'a pas le droit de danser, personne vient venir contrôler qu'on danse. Hein. On a juste fermé les discothèques gratos, quoi. Ils ont pris vraiment cher. Hein. Moi, je trouve ça vraiment dégueulasse de laisser ouverts les bars et de fermer les discothèques. Jean Castex a également rappelé le maintien des dispositifs de soutien économique, notamment dans le secteur des hôtels, cafés, restaurants. Tu m'étonnes. Il est également envisagé un allègement du protocole scolaire au retour des vacances de février. Un allègement du protocole... Ah ouais, d'accord, ouais. C'est-à-dire quel protocole? Vous allez plus ouvrir les fenêtres? Alors, petite question. On aime bien les petites questions. Ai-je le droit d'embaucher un salarié en CDI? Un allègement du protocole inexistant. C'est exactement ça. Hein. Enfin... Je regarde beaucoup de témoignages de profs et je me dis, mais qu'est-ce que... Enfin, je suis admirative de ces gens qui se font cracher dessus par leur ministre tous les jours, qui se font cracher dessus par les parents et qui continuent, quoi. Enfin, moi, j'aurais pas continué à leur place. Je me serais barrée, j'aurais trouvé autre chose. Hein. Mais ces gens-là, là, qui s'occupent tous les jours, qui enseignent aux enfants tous les jours et qu'on fait travailler dans des conditions, mais dégueulasses. Bon, ils ont pas de masque, ok, ils ont pas de purificateur, ok, mais surtout,
on les fout dans des classes qui sont surchargées à gérer des trucs enfin, c'est pas à eux de gérer, ils sont censés être là pour enseigner, ils sont pas là pour gérer la crise sanitaire en fait. Toi, pour pas fermer des classes, on prend la prof d'une autre classe, l'institutrice d'une autre classe, et on va la mettre dans la classe dans une école à 200 km, tout ça pour pas fermer la classe, tout ça pour faire bien sur les stats, mais résultat, cette classe-là, bah, elle a pas de prof, mais c'est pas grave, on l'a fait alterner. Comme la classe, elle est pas fermée plus de tant d'heures, enfin plus de tant de jours, bah c'est bon. Du coup, ça rentre pas dans les stats, quoi. Franchement, je sais pas comment ils tiennent, ces gens-là, quoi. Ils sont vraiment... Ils ont vraiment du courage, hein. Bref. Ai-je le droit d'embaucher un salarié en CDI au terme de son CDD sans devoir respecter un délai de carence? Ai-je le droit d'embaucher un salarié? Donc on a un salarié en CDD qu'on veut embaucher en CDI. Est-ce qu'il faut lui mettre un délai de carence au début de son CDI? Je dirais que oui, j'ai le droit. Mais je suis pas sûre. Ah ouais, c'est ça. Alors, en cas de CDD successif, ça peut en intéresser plus d'un, parce que on a tous connu les CDD de « non mais t'inquiète, le prochain ce sera le bon hein ». CDD successif, absence d'un délai de carence. C'est quoi un délai de carence? Alors, en fait, quand tu fais plusieurs CDD, je sais pas, par exemple, tu vas travailler dans une entreprise parce qu'il y a une augmentation de l'activité, et du coup on te fait venir pour 2 mois, et puis en fait l'augmentation de l'activité est restée, et du coup on te renouvelle ton CDD pour 2 mois, puis encore et encore. On est censé respecter ce qu'on appelle donc un délai de carence. C'est un temps de pause, comme un temps de repos entre les 2 contrats. Parce que on considère que quand t'es en CDD, tu prends pas de congé. Je sais pas, tu fais un CDD de plusieurs mois et normalement, comme t'es là pour un surcroît d'activité, t'es pas là pour prendre des congés. Donc on considère que pendant ces mois-là, tu prends pas de congé. Sauf que du coup, derrière, si on renouvelle ton CDD, on va considérer que dans ce nouveau CDD, t'es pas censé prendre des congés non plus, puisque surcroît d'activité, quoi, t'es pas là pour prendre des congés. T'es là pour faire de l'activité. Du coup, a été décidé que il y aurait ce qu'on appelle un délai de carence entre plusieurs CDD pour que le salarié ait droit à un congé. C'est pas la seule raison. Je vais aller chercher parce qu'il me semble que c'est aussi pour empêcher les employeurs de recommencer des CDD jusqu'à plus pouvoir, quoi. Le délai de carence est la période qui doit s'écouler après un contrat de travail à durée déterminée avant de pouvoir réembaucher le salarié en CDD sur le même poste. Oui, après, sachant que si on te change le nom du poste, ce qui se fait très souvent, c'est bon, il n'y a pas de délai de carence. Lorsque le CDD du salarié prend fin, l'employeur ne peut pas lui proposer directement un nouveau CDD sur le même poste. Mais il peut changer l'intitulé du poste, c'est pas grave. L'employeur doit alors respecter un délai. Dans certains cas, ça ne s'applique pas. Durée totale du CDD... Voilà. Et en gros, si la durée du CDD est inférieure à 14 jours, la durée du délai de carence, c'est la moitié, donc 7 jours, au max. Et si c'est 14 jours et plus, c'est un tiers de la durée. Donc si tu fais 3 mois de CDD, le délai de carence, c'est 1 mois. Ce qui est long. Ce qui est long quand tu veux renouveler la personne. Et du coup, c'est pour ça... tu changes juste le motif du CDD et c'est bon, t'as renouvelé une personne. Je vous donne les meilleures astuces. Alors, CDD successif, absence de délai de carence dans certains cas. Un même salarié peut enchaîner plusieurs CDD sans interruption à condition qu'il soit conclu pour les motifs suivants, pour remplacer un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu. Voilà. En cas d'un CDD de remplacement, il n'y a pas de délai de carence. Puisque là, on va pas considérer qu'il y a un surcroît d'activité, on va considérer que vous remplacez quelqu'un sur le même poste que cette personne-là, et que comme cette personne-là, si cette personne-là avait travaillé normalement, elle aurait posé des congés, donc elle aurait eu un temps de repos suffisant. Donc, à sa place, vous la remplacez et vous pouvez poser des congés et avoir un temps de repos suffisant.
Après, pour pouvoir les emplois saisonniers ou d'usage, normal, puisque c'est limité dans le temps. Et puis, remplacement du chef d'entreprise artisanal, industriel ou commercial, ça c'est un cas hyper particulier, c'est vraiment que s'il n'y a plus le chef d'entreprise dans une petite entreprise, c'est très compliqué de faire tourner l'entreprise. CDD successifs, délai de carence si le contrat est sur le même poste sous certaines conditions. Dans les autres cas, à défaut de stipulation dans votre convention collective ou votre accord de branche étendu, encore une fois on parle aux employeurs, la conclusion du nouveau CDD avec le même salarié n'est possible qu'en respectant un délai de carence. Si c'est sur le même poste, le délai de carence correspond, donc on l'a vu, à un tiers de la durée du contrat si c'est supérieur à 14 jours et à la moitié si c'est inférieur à 14 jours. Donc on peut pas avoir un délai de carence de moins de la moitié du contrat. Quand c'est inférieur à 14 jours, pardon. Sur un autre poste, il faut également respecter un certain délai d'interruption qui ne doit pas être trop bref. Les juges estiment que le délai doit être suffisamment long. Voilà, les juges. Ce qui fait que, par exemple, j'en sais rien, vous allez bosser dans une librairie, on vous dit « Ah bah, on a besoin d'aide en caisse, donc pendant 2 semaines, tu seras en caisse. » Donc vous signez un CDD de 2 semaines et vous vous retrouvez en caisse pendant 2 semaines et tout. Et à la fin des 2 semaines, en fait, on a besoin de quelqu'un ailleurs. Et comme vous commencez à connaître la librairie, on se dit « Ah bah, trop bien, on a besoin de quelqu'un pour la mise en rayon et plus pour la caisse. Bon, bah, on va te reprendre. » Oui, mais en fait, s'il n'y a pas de délai de carence à proprement parler, puisque ça ne s'appelle pas un délai de carence, l'entreprise doit quand même respecter un délai entre vos 2 contrats. Sauf qu'on ne vous donne pas la durée du délai, et on vous dit juste que ça doit pas être trop bref. Voilà, c'est tout. Pour rappel, les ordonnances Macron prévoient qu'une convention collective ou un accord de branche étendu peut fixer les modalités du calcul du délai de carence et les cas dans lesquels il s'applique. Oui, les ordonnances Macron sont venues un petit peu modifier, perturber ce qu'on appelle la hiérarchie des normes, où avant, le droit du travail était incontestable, et du coup, tous les accords et les conventions collectives ne devaient pas être moins profitables aux salariés que l'était le droit du travail. Aujourd'hui, c'est plus tout à fait vrai. Alors, il y a des choses qui ne changent pas, il y a des choses qui ne varient pas. Par exemple, on ne peut pas décider par accord d'entreprise que le SMIC c'est trop cher et qu'on va vous payer moins cher. Non. Sauf dans certains... En fait, je peux pas vous dire un truc sans vous dire « Ah oui, sauf dans ce cas-là ». Mais bref. Ça a quand même bouleversé pas mal le droit du travail, cette loi-là, enfin ces ordonnances Macron. Parce que maintenant, les conventions collectives peuvent venir modifier beaucoup de choses. Et d'un salarié à un autre, selon s'ils sont pas dans la même branche, on n'est pas du tout sur les mêmes règles de travail. CDD suivi d'un CDI, aucun délai de carence. Les règles du délai de carence ne s'appliquent pas si le CDD est suivi d'un contrat à durée indéterminée. Les dispositions relatives au délai de carence ne concernent que les contrats à durée déterminée et les contrats de mission d'intérim sous certaines conditions. Oui, vous pouvez recruter en CDI un salarié qui vient de finir son contrat à durée déterminée sans appliquer un délai de carence. Et je vais même aller plus loin. Si vous êtes salarié, vous avez plutôt intérêt à ce qu'on vous recrute en CDI après votre CDD sans délai de carence. Parce que quand on vous recrute en CDI après vous avoir fait faire un CDD ou plusieurs dans l'entreprise, on est censé, reprendre votre ancienneté et tout ça, ça c'est une chose, et surtout on est censé ne pas vous mettre de nouvelles périodes d'essai. Normalement quand une entreprise recrute un salarié en CDI alors qu'il a fait un CDD chez eux juste avant, c'est pas il a fait un CDD chez eux il y a 4 ans et hop, il est en CDI, on fait pas de période d'essai. Si on enchaîne un CDD et un CDI, on considère que la période d'essai, elle a été faite dans le CDD et qu'on n'a pas à la refaire, on n'a pas à réimposer une période d'essai au salarié dans le CDI. Et c'est logique. Je veux dire, la personne, on l'a déjà embauché en CDD pendant 6 mois, par exemple, ou même 3 semaines, on s'en fout. On l'a déjà embauché en CDD pendant un certain temps. Si on veut l'embaucher en CDI, c'est qu'on sait comment elle travaille, cette personne. C'est qu'on sait qu'on veut la garder. Sinon, en fait, on met fin au CDD et on n'en parle plus.
Et du coup, tous les tous les recruteurs, employeurs, managers qui veulent vous faire signer un CDI après un CDD tout en vous mettant une période d'essai, vous dites non, hein. Enfin, vous dites non, vous faites comme vous pouvez, on est d'accord. Si vous avez besoin de travailler, vous dites pas non. Mais ils n'ont pas à vous mettre une période d'essai si vous avez déjà fait un CDD juste avant. Sauf que cette règle, elle s'applique que si le CDD et le CDI se suivent directement. Et comment dire, il me semble qu'il y a un délai, mais c'est pareil, c'est un délai qui ne doit pas être trop long. Donc il n'est pas vraiment précisé. Et du coup, si vos deux contrats ne se suivent pas, on peut vous remettre une période d'essai dans votre CDI, quoi. Voilà. C'est sur ce point-là que c'était important. Oh, la synthèse de paye, on va pas faire ça. Bon, bah voilà. Là, on est revenu aux infos de la semaine dernière. Ça fait combien de temps qu'on... Ouais, ça fait 1 heure. Oh, un petit point sur le droit du travail. J'aimerais... Je sais pas si ça va être faisable tout de suite parce que on n'a pas tant de followers que ça. Mais j'aimerais, dans les prochaines semaines, qu'on puisse avoir des questions de personnes. Que si vous avez des problèmes, des cas qui se sont présentés à vous et que vous n'avez pas vraiment su comment réagir, soit du côté employeur, soit du côté salarié, hein. On est plutôt du côté salarié ici, on va plutôt essayer d'aller conseiller les salariés. Mais même si vous avez des problèmes côté... Enfin, si vous êtes par exemple en RH et que vous avez des questions, on peut aussi en parler, hein. Et donc voir ce qui vous est arrivé, essayer de me le décrire et puis qu'on puisse voir si on a des conseils, des suggestions pour vous. Voilà, j'aimerais faire ça, un espèce de foire aux questions. À voir, donc si vous pouvez... je sais pas sous quelle forme je vais faire ça. J'ai pas